La vie est complètement systémique en fait. Et on a beaucoup de mal à faire autrement, nous, que de percevoir les choses de manière linéaire. Donc comment on remet de la complexité et comment on arrive à vivre les choses simplement en acceptant qu'on est dans une complexité de vie. Et ça, c'est un challenge important. Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain. Un podcast né de l'envie de valoriser les initiatives pour une entreprise à la fois plus humaine et responsable, en partageant les aventures de chercheurs éclairés qui bousculent les idées reçues et œuvrent au développement des entreprises et de leurs équipes, également de leaders bienveillants et optimistes qui s'interrogent, se challengent, se trompent aussi, se dopent à la croissance et sont d'éternels créateurs d'opportunités pour leurs équipes, leur entreprise et leur environnement. L'objectif de ce podcast est donc à la fois de valoriser ces initiatives, mais également de faire naître, et pourquoi pas chez vous, ce moment où l'on se dit que c'est possible, que l'on pourrait peut-être essayer, que l'on a envie d'essayer, de faire évoluer nos pratiques vers une entreprise plus épanouissante et certainement plus florissante. Et ce, que l'on soit collaborateur, manager ou dirigeant, car nous avons tous un rôle à jouer. Nous retrouvons pour ce deuxième épisode Dominique Steller pour la suite de son interview, dont je ne peux que vous encourager à écouter le début dans l'épisode précédent, si ce n'est déjà fait. Dominique est conférencier, titulaire de la chaire Mindfulness, Bien-être au travail et paix économique à l'école de management de Grenoble. Auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier en date, riche et passionnant, Oser la paix économique. Après nous avoir proposé sa lecture du rôle de l'entreprise, de la performance et des conditions dans lesquelles elle peut advenir, Dominique partage ici sa vision du leader de demain et de son rôle, de la nécessaire transformation de l'entreprise, ainsi que de l'importance de la prise de conscience et l'acceptation de la complexité dans laquelle nous évoluons en tant qu'organisation et être humain. Vous dites dans le livre aussi, le changement du monde du travail ne peut se faire sans une transformation interne profonde de ceux qui le dirigent. Et là encore, de nombreuses entreprises ont pris conscience du besoin de former leurs managers. Alors on voit fleurir les différents types de formations, manager coach, manager 3.0, manager, je ne peux pas citer tellement il y en a. On compte plus non plus le nombre de livres sur le manager bienveillant. Et en parallèle, on n'a jamais eu une aussi mauvaise image des dirigeants. Et j'ai rarement vu en fait les managers autant en difficulté quelque part par rapport à tout ça. Du coup, à ce sujet, j'aurais deux questions. Un premier sur le management, pourquoi cette mauvaise image ? Et puis aussi sur le manager, c'est quoi votre vision du leader de demain qui permettra à l'entreprise justement de retrouver ce rôle social et sociétal ? Et puis ma deuxième question, presque la troisième, c'est à quelles conditions ce changement peut-il se mettre en œuvre ? Alors je pense ici à la société, à l'éducation, on en a parlé, mais aussi au sein de l'entreprise, au format d'expression de la stratégie, de sa gouvernance. Puis je vais reprendre un mot que vous citez dans votre livre qui m'a paru très juste, de son orientation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'écrits en ce moment autour de qu'est-ce que devrait être le manager. Et comme on est orienté sur cette dimension de bien-être, tous les mots qui vont caler sur le bien-être apparaissent. Il me semble que la première confusion, elle est vraiment, encore une fois, sur quelque chose qui quitterait le principe de réalité. Qu'on aurait un manager, on aurait d'un côté un manager malveillant. Alors, je vais le dire autrement. On est dans une culture, dans la culture européenne, fondamentalement basée sur la culture helléniste, dans laquelle il y a tout un ensemble de règles logiques, édictées par Aristote principalement, et dans ces règles logiques, il y a une règle logique qui est le terre exclu, qui est une règle logique très intéressante, qui dit une chose peut être A ou B, mais elle ne peut pas être A et B en même temps. Ce qui marche bien quand on fait une analyse d'un objet particulier pour lequel on va chercher des dimensions saillantes, et puis on va dire cet objet est oblong et celui-ci est rond, et là on voit bien que ça ne sont pas les deux mêmes objets. Donc pour un travail de ce type-là, ça marche bien. Pour ce qui est du fonctionnement humain, ça marche beaucoup moins bien. Mais notre cadre de référence est toujours celui-ci. Si je prends un exemple assez simple, si une entreprise se met à communiquer sur le fait qu'elle a mis en place un programme de bien-être, très très vite, la première chose que vont faire les gens, c'est tenter d'aller identifier s'il y a des choses qui dysfonctionnent dans cette entreprise. Et si les gens identifient des choses qui dysfonctionnent, ils vont dire « vous êtes en train de nous mentir, vous nous dites que vous faites du bien-être, alors que, regardez, il y a des dysfonctionnements ». Il y a une incapacité
à pouvoir dire en même temps, je travaille sur le bien-être, mais je dysfonctionne. Alors que c'est juste le standard de notre vie. On m'offre un nouveau job, ben je suis à la fois excité et content et anxieux. Ça n'est pas... Et si vous montrez que vous êtes anxieux, on va dire, mais comment t'es anxieux? T'as un nouveau poste et t'es pas content? Bah si, je suis content, mais j'ai peur. Et les deux vont fonctionner en même temps. Et dans cette dimension de bien-être, là, on trouve quelque chose de similaire. Et quand les entreprises ou quand les écrivains se mettent à parler du manager bienveillant, ils présentent une forme d'image idéalisée de ce que pourrait être un manager, qui est une espèce d'expression poussée de ce vers quoi on tend, comme un but vers lequel on tend, tout en sachant qu'on ne l'atteindra jamais. Le malheur, c'est qu'une fois que l'entreprise dit nous allons vers du management bienveillant, on va retrouver tous ces gens qui, maintenant que ça a été annoncé, vont tenter de montrer que c'est faux. Ça c'est une partie. Donc c'est pour ça que je suis très axé moi sur cette question de force et vulnérabilité. Comment peut-on accepter que je sois en même temps quelqu'un de bienveillant et que je puisse être en colère? C'est quasi dans notre représentation du monde, c'est presque impossible. Moi qui suis spécialiste du bien-être ou tout ça, le nombre de fois on m'a dit mais comment t'es en colère, comment t'es stressé, comment t'es anxieux? Je dis oui, je suis en colère de temps en temps, je suis stressé de temps en temps, je suis anxieux de temps en temps, puis des fois je suis heureux, des fois je suis détendu, et je suis juste un être humain standard qui essaye de gérer les choses différemment. Donc ça c'est vraiment un point important. Et certainement pour que ça fonctionne petit à petit de mieux en mieux, les managers et les dirigeants ont un rôle fondamental qui est de se dénuder un peu plus. C'est-à-dire que plutôt que de tenter continuellement de faire croire que pour eux tout va bien, que pour eux tout est maîtrisé et que pour eux tout est performance, de commencer à pouvoir de temps en temps évoquer un peu plus tranquillement et publiquement ou avec leurs collaborateurs ou en réunion les lieux dans lesquels ils ont des difficultés, des doutes, des émotions qui apparaissent et qui va les rendre un petit peu plus humains, ce qui permettra aux autres d'être un peu plus humains aussi. Il y a là derrière un mot qui est très souvent utilisé quand on parle du management, c'est l'exemplarité. Il y a quelques mois, c'était au moment des élections présidentielles, à force d'entendre que tout le monde devait être exemplaire, j'ai fini par me dire, tiens, que dit la littérature là-dessus et sur quoi on tombe quand on parle d'exemplarité? Et je me suis rendu compte que l'étymologie d'exemplarité dans notre langue vient de l'exemplare en latin. Et qui est l'exemplare à partir de la langue latine? C'est Dieu. C'est-à-dire que l'exemplare, c'est le modèle ultime, totalement pur, qui ne contient aucune faille. Et je ne suis pas en train de parler de religion. Sauf que si, pour moi qui suis un être humain, exemplarité veut dire un modèle pur qui n'a aucune faille et qui ne dysfonctionne jamais, c'est un modèle qui ne pourra jamais tenir. Donc comment peut-on tout doucement créer un modèle d'exemplarité dans lequel cette exemplarité représente qui je suis en tant qu'être humain? Une femme ou un homme qui dirige, qui de temps en temps est en pleine puissance, qui de temps en temps est en pleine fragilité. Et si tout doucement on arrive à se rapprocher de cette réalité-là, on a beaucoup plus de chances de voir des collaborateurs qui vont pouvoir venir au contact, qui vont pouvoir questionner, qui vont pouvoir échanger et qui vont pouvoir entendre que j'ai des actes bienveillants de temps en temps et que de temps en temps je suis en difficulté. Maintenant, ceci étant dit, pour rejoindre une partie de la question, peut-être qu'une différence que je ferais entre le travail sur lequel on avance nous dans la paix économique et par exemple le travail que fait mon collègue de l'ESCP dont j'ai perdu le nom tout de suite, qui travaille sur l'entreprise libérée, Isaac Getz, merci beaucoup, c'est le rôle du manager. Dans ma vision des choses, on est sur un manager qui va prendre un espace plus important dans la sienne en fait. Il ne disparaît pas, au contraire. Il a une nécessité première que j'évoquais tout à l'heure, qui est me mettre en sécurité. Donc la ligne hiérarchique peut éventuellement s'aplatir un peu, mais pas autant que chez Isaac Getz, parce qu'il y a nécessité à un moment donné d'avoir ce rôle de mise en protection. C'est je protège parce que j'aime, et parce que j'aime ces gens, une fois que je les ai protégés, je vais leur donner les moyens de pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Et là, on est dans quelque chose qui est un petit peu plus proche de notre vision à nous, dans lequel ce manager va avoir un rôle plein et entier qui va aller de sa capacité à trancher quand il y a nécessité de trancher jusqu'à sa capacité à soutenir et être bienveillant quand il y a nécessité d'être bienveillant. En fait, entre exigence et bienveillance. Et quelque chose qui va aussi entre ces deux-là. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir répondu à toute la question. Alors, s'il y avait la question en partie de qui est le manager de demain, ça me permet de compiler un peu un ensemble d'idées. Pour moi, le manager de demain est un enfant qui a été éduqué et qui a été équipé au sens technique du terme avec tout un ensemble de comportements pour lesquels nous n'avons pas été équipés. Prenons le comportement relationnel puisque c'est celui qui génère le plus de tension. Ce jeune manager arrivant dans l'entreprise
a pris conscience de la nécessité d'être proche de la réalité, a pris conscience de la nécessité humaine, a pris conscience des nécessités d'engagement, et va pouvoir interagir en faisant valoir son autorité quand c'est nécessaire, tout en laissant un espace à la bienveillance, puisque c'est vraiment cet entre-deux qui n'est pas très simple à gérer, que je pourrais caricaturer en disant pour mes détracteurs quelque chose qui ressemblerait « Ah oui, mais si je suis trop gentil, de toute façon, je vais me faire marcher sur les pieds. » Nous, ce qu'on dit, c'est « Pas forcément. Je peux être très gentil, et pourtant, vous allez voir, si vous marchez sur les pieds, ça ne va pas fonctionner non plus. » Il y a vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là. Alors, il y a un exemple que je prends tout le temps, et je sais que pour certaines femmes, ça ne leur plaît pas, mais je ne le prends pas pour la symbolique guerrière qu'il représente, mais pour l'étymologie. C'est les mots de ministre et samouraï, et c'est vers le samouraï que je vais garder, parce que les deux ont une étymologie qui veut dire celui qui est au service, le ministère étant le serviteur du magistère, qui a donné les grands serviteurs de l'État chez nous, pour les ministres, et le samouraï, c'est un vieux verbe japonais, saburo, qui voulait dire être au service, et le shogun au XVIe siècle choisit dans ses guerriers, les guerriers dans lesquels il a le plus confiance pour les mettre au service de la paix. Les samouraïs, initialement, sont des guerriers au service de la paix. Et l'intérêt du samouraï pour moi, qui est donc le manager au service, c'est qu'il a un sabre sur son côté, et ce sabre est le sabre du discernement. Et l'une des compétences majeures pour moi d'un dirigeant ou d'un manager, c'est sa capacité à discerner ce qui est en train de se passer dans la situation que je rencontre. Discerner voulant dire d'une autre manière, je ne suis pas dupe. Je vois bien quelle est ma place dans la situation. Il y a un chercheur d'Harvard, il y a déjà une bonne quinzaine d'années, qui avait écrit un article en disant tous les MBA et tous les gens qui sortent d'école de management, dont je fais partie aujourd'hui, ont une vraie difficulté, c'est que ce sont des experts de la résolution de problèmes, mais ils oublient tout le temps qu'ils font partie de la situation problématique dans laquelle ils sont. Donc ils s'en extraient. Donc mon manager, il sait qu'il est dedans, dans son discernement, il sait qu'il est présent, il sait qu'il est un des éléments du système, et il est capable de trancher correctement en restant au plus juste de la situation et surtout dans le respect de la dignité humaine. Je n'ai aucune raison, même si à un moment donné je suis fâché ou en colère pour une situation qui n'est pas correcte, de devenir quelqu'un d'agressif, d'humiliant, de rejetant, etc. Et pour pouvoir être ce manager, est-ce que ça veut dire que quelque part la façon dont l'entreprise est gérée, dont elle fonctionne, doit évoluer? Est-ce qu'il y a la place pour ce type de comportement? Vous en parlez dans votre livre, on est très arrivé sur l'objectif, parfois on rentre au chausse-pied, coûte que coûte. Donc, comment tout ça peut fonctionner ensemble? Je vais décaler là, je vais modéliser en 3 niveaux différents. Le premier niveau, c'est vraiment le niveau de l'intime. Il y a la place, et c'est une de vos questions de tout à l'heure, il y a la place et il y a la nécessité pour chacune des personnes d'avoir ce travail sur l'intime pour pouvoir voir comment j'ai envie de me positionner en tant que personne dans ce monde-là et dans ce monde professionnel-là. Et là, il y a un vrai travail à faire, y compris, encore une fois, pour certains détracteurs, pour ces gens qui, dans le monde du travail aujourd'hui, seraient plutôt sur un rôle de saboteur ou de quelqu'un qui vraiment ne veut pas contribuer. Je ne peux pas imaginer que ces personnes se sentent bien. Donc il y a un vrai travail personnel à faire pour voir comment je réintègre une place qui me permet de contribuer, qui est certainement cette contribution au collectif, le lieu dans lequel je trouve le plus de sens en tant qu'être humain. Premier point, ce travail sur l'intime. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui peut être mis en place pour que les dimensions relationnelles et la communication entre les gens s'améliorent. Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses pour, au mieux, s'assurer que l'autre a entendu et compris ce que j'étais en train de lui dire. Et entendu et compris ne parle pas que de la dimension intellectuelle, mais parle aussi de la dimension relationnelle, parle aussi de la dimension émotionnelle et de l'ensemble de mes besoins. Et puis enfin, il y a une troisième dimension, c'est la dimension purement organisationnelle. Qu'est-ce que je peux faire dans mon organisation d'entreprise pour commencer à transformer le rapport au monde et le rapport à l'économie? Alors je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, je vais le prendre sur les achats. Aujourd'hui, un acheteur, c'est toujours un cost killer. C'est toujours quelqu'un à qui on dit tu vas chez le fournisseur et tu te débrouilles à me ramener les prix les plus bas. Certaines entreprises commencent à dire non. Un acheteur, c'est quelqu'un qui est dans la chaîne de valeur et qui va tenter de voir comment il peut rentrer en coopération avec un fournisseur et comment éventuellement il va intégrer le fournisseur dans la chaîne de valeur. Alors ce qui crée des tas de complications qu'on n'avait pas jusque-là. C'est très différent si vous dites je t'achète ce produit le moins cher possible, ou si vous dites viens avec moi, regarde nos processus de production et essaye de réfléchir avec moi quelle serait la meilleure matière première pour que ça améliore notre procédé de production. Ce qui veut dire par exemple dans mon exemple qu'il va falloir que je donne accès à certains éléments, à ce fournisseur. Mais ça sera complètement différent. Je vais rentrer dans une collaboration de long terme qui, bien entendu, a des chances d'être plus pérenne et plus efficace que simplement de détruire ce fournisseur-là pour ensuite aller détruire le suivant. Et mon deuxième exemple organisationnel, il sera un exemple entendu il n'y a pas très très longtemps,
d'un dirigeant disant mais il faut vraiment qu'on réfléchisse comment nous allons pouvoir nous faire payer le plus vite possible de nos clients, mais retarder au maximum le règlement de nos fournisseurs. Ce qui est pour moi une pratique hyper courante. Et moi qui ai une partie d'activité libérale, je viens de recevoir début janvier l'arriéré des 4 derniers mois du dernier quadrimestre de 2017, parce que la plupart des grands comptes avec lesquels je travaille ont cette pratique-là, c'est qu'à un moment donné ils freinent pour que l'année précédente, et puis bing, en début d'année tout est délivré. Donc on voit bien qu'on est là dans des pratiques courantes qui ne sont pas des pratiques respectueuses ni de la personne ni de la société, parce que quand on est un petit fournisseur, on va avoir du mal au niveau du cash à s'en sortir. Donc il y a vraiment ce travail sur la dimension intime, toute la partie sur la dimension relationnelle, et ensuite comment repenser l'entreprise, comment donner des espaces d'expression différents, comment permettre de produire différemment. J'ai eu la chance de rencontrer un nombre de dirigeants inspirants qui ont initié de nouvelles pratiques managériales, organisationnelles, etc. Et beaucoup se heurtent à la difficulté d'embarquer leurs collaborateurs du terrain, notamment les plus anciens. Et c'est vrai que si je partage votre idée que le monde du travail ne changera que par la transformation de ceux qui le dirigent, est-ce qu'on n'a pas tendance à trop se focaliser que sur le management ? Et dans la mesure où, comme vous le dites également, chaque partie a son rôle à jouer dans l'entreprise, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de porter tout autant l'attention sur les collaborateurs pour d'ailleurs les mettre dans une posture contributive de cette transformation dès le départ ? Et puis ainsi d'agir sur les individus, mais aussi sur la relation. D'ailleurs, vous en parliez tout à l'heure. Si, j'en suis persuadé. Je suis persuadé qu'il faut rentrer par toutes les portes et toutes les fenêtres en même temps. Mais, il faut que le dirigeant soit convaincu. Il faut que le dirigeant légitime les actions qui vont être mises en place. Alors quand je dis légitime, si vous êtes dirigeant, que des collaborateurs viennent dire on aimerait bien faire du yoga, et j'ai rien contre le yoga, et je sais que le yoga va avoir des effets sur la dimension individuelle, relationnelle, etc. Mais si je ne suis pas convaincu en tant que dirigeant, soit je vais dire non, ce qui n'aura pas fonctionné, soit je vais dire oui en disant c'est bon, s'ils veulent faire un peu de sport entre midi et 2, tout va bien, laissons-les faire. Et puis pourquoi pas après leur dire maintenant que vous savez du yoga, je peux vous demander quelques heures complémentaires. Mais en tout cas, je vais avoir des gens qui vont aller au yoga avec toujours un petit retrait en disant qu'est-ce qu'on va attendre de nous après. Donc il y a effectivement la nécessité de pouvoir agir sur l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble de la ligne hiérarchique, du dirigeant jusqu'au collaborateur le moins gradé, mais avec nécessité, à mon avis, de balayer du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'il faut absolument que la direction générale soit dans le processus, qu'elle engage le processus, voire qu'elle le démarre, que les managers soient aussi dedans parce que c'est eux qui vont pouvoir ensuite mettre en œuvre, c'est eux qui vont dégager des espaces de liberté, et que les collaborateurs soient dedans parce que c'est eux qui produisent et c'est eux qui vont faire les effets de retour dans le système qui est une entreprise. Si je prends un exemple inversé, même s'il date un petit peu, l'une des premières fois on m'avait demandé de faire une intervention de gestion du stress, c'était dans une société d'assurance pour laquelle le management avait dit on est d'accord, mais pas pour les managers ni pour la direction, uniquement pour les gens qui sont au guichet. Et bien entendu qu'une fois qu'on avait fait cette intervention pour les gens qui étaient au guichet, les gens qui étaient au guichet sont devenus conscients de tout un ensemble de choses, c'est-à-dire qu'ils savaient maintenant mettre des mots sur ce qui dysfonctionnait. Et quand ils ont commencé à faire cet effet de retour, quand ils ont commencé à redonner du feedback sur voilà ce qui ne marche pas dans mon métier, les managers au-dessus d'eux n'étaient absolument pas aptes à entendre ce qui était en train de leur dire. À la fois pas aptes parce que tout à coup on leur disait qu'il y avait des dysfonctionnements et eux se mettaient dans une posture où ils se sentaient déstabilisés parce que c'est leur rôle de dire s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est pas le rôle de leurs collaborateurs, et aussi inaptes à entendre les difficultés, les émotions, les problématiques relationnelles parce qu'ils n'avaient pas du tout été éduqués à ces éléments-là. La vie est complètement systémique en fait. Et on a beaucoup de mal à faire autrement, nous, que de percevoir les choses de manière linéaire. Donc comment on remet de la complexité et comment on arrive à vivre les choses simplement en acceptant qu'on est dans une complexité de vie. Et ça, c'est un challenge important. Vous parliez tout à l'heure d'accompagner le manager dans un travail intime. Quelque part, il y a aussi accompagner le collaborateur, parce qu'on a parlé de la culture de la dureté du travail. Et là, j'ai en tête des ouvriers pour qui suer, ça fait partie de leur journée, et c'est important pour eux, et quitter quelque part ça, c'est un renoncement. Mais c'est pour ça que je suis pas sûr qu'il faille le quitter. Je suis pas sûr du tout qu'il faille le quitter. C'est vraiment
partir du réel, entendre là où sont les gens, entendre ce dont ils ont besoin pour bien fonctionner. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais bien-être, ça ne veut pas dire je vais bien. Si j'ai des challenges à relever, si on a un vrai problème ensemble et qu'on résout ensemble notre problème en transpirant pour résoudre le problème, on va en sortir heureux comme jamais. Il y a vraiment une nécessité à réintégrer des gros mots que sont l'effort, la discipline, le travail conjoint, le problème réglé. Tout ça va faire partie de la réussite du système. Et d'avoir une vision complexe et non binaire, comme vous disiez. Exactement. On oppose beaucoup le bien-être à ça. Exactement. C'est-à-dire que si on remet les choses de façon linéaire, j'ai d'un bout du continuum quelque chose qui irait très bien, de l'autre côté quelque chose qui irait pas bien du tout, puis je vais me situer sur ce continuum-là, donc avec une incapacité de mettre tout en lien. Pour terminer, comme tout commence par un premier pas, quel serait le premier pas que vous auriez envie d'encourager à faire à les gens qui nous écoutent pour aller sur ce chemin d'oser justement la paix économique et d'une société plus inclusive? En fait, j'ai l'impression, si les gens sont face à eux-mêmes, j'ai l'impression que je leur poserai la question de faire du profit au qui, mais du profit pourquoi? À quoi sert votre profit? Simplement parce que ça nous ramène au tout point de départ, simplement parce qu'il me semble que quand je réussis à réintégrer cette idée que tout ce que je produis, y compris le profit et la richesse financière, je réussis à la remettre dans ce cercle complexe en disant en fait tout ce profit il sert parce qu'il rentre en contribution d'eux et il vient améliorer la vie des gens, là je retrouve un sens qui est vraiment le sens initial de notre vie en société. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous laisse infuser cette proposition ou encore approfondir votre réflexion en vous plongeant dans l'ouvrage de Dominique Oser la paix économique. Vous trouverez également sur la page LinkedIn du podcast L'entreprise de demain d'autres publications de Dominique que je vous encourage à lire et à partager. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast L'entreprise de demain sur iTunes et suivez son activité en rejoignant le groupe podcast L'entreprise de demain sur LinkedIn. Si vous pensez par ailleurs que ça peut interroger vos collègues, confrères ou partenaires, partagez-le et sachez que le meilleur moyen de le faire connaître est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Vous avez aussi certainement connaissance de votre côté de chercheurs éclairés ou de leaders bienveillants et optimistes dont les recherches et expériences seraient inspirantes. Faites-le moi savoir en m'adressant un email à l'adresse que vous trouverez sur iTunes. Je serai ravie de les contacter de votre part. Merci pour votre écoute et rendez-vous pour un prochain épisode avec un trio de dirigeants qui vous surprendra par la simplicité et le pragmatisme de son approche. À bientôt!